Alors, il est temps maintenant de se interroger sur les droits des personnes vivant avec le VIH-Sida et comment les personnes ayant le VIH-Sida font face au poids parfois administratif et voir aussi comment, lorsque malheureusement ces personnes se trouvent en justice face à des tribunaux, comment ils interagissent. Tout à l'heure, il y a eu un sort de teaser à cette table ronde, donc on commence par le teaser parce que finalement on a eu la question mais pas la réponse. Donc je passe tout de suite la parole à Jacopo Okrabeck du groupe Santé Genève. On reviendra tout à l'heure sur le nom de cette association parce que ton t-shirt, il porte l'ancien nom. Tu es avocat au groupe Santé Genève et donc je te laisse répondre à cette question quelle était, en quelque part, quelle est un peu la situation des droits. Il y a des exemples très concrets concernant la Suisse. Donc, à toi la parole. Merci. Merci pour l'invitation et merci surtout aux personnes avant nous qui ont pris la parole. C'était fort intéressant, surtout d'entendre des personnes concernées qui parlent. Ça, c'est le petit caveat. Moi, je parle en tant qu'avocat, du coup, pas en tant que justiciable. Moi, j'accompagne et je représente. Quelle est la situation des personnes séropositives en Suisse quant au droit? J'ai pris une photo là. C'était au Paki, qui dit « Tu es mort parce que tu n'as pas de sécu, parce que tu n'as pas de passeport, ni de job, parce que tu es pauvre. » Ça, vous pourrez voir après. C'était une des pancartes à l'époque. Et c'est intéressant de voir ça parce que la situation n'a pas vraiment changé 40 ans après. C'est la question de l'intersectionnalité, des multiples facteurs de discrimination, des déterminants de santé. Et la situation dans la loi, c'est plutôt ancré comme droit, le droit à la santé, le droit au travail, le droit au logement, certaines parties ou non. Mais pas grand-chose a changé pour les personnes concernées par le VIH. On peut mentionner, on a parlé de transmission VIH, la professeure Camille en a parlé, avec le changement du Swiss Statement en 2008 et en 2009, la jurisprudence a changé. J'ai eu l'honneur de pouvoir participer à cette jurisprudence à Genève avec Cornelia Tangli, ancien avocat, d'autres personnes se rappellent d'elle. On a l'article 231 du Code pénal du coup, qui pénalisait la transmission du VIH, qui a été modifié en 2016. Mais plus que ça, il n'y a pas vraiment eu d'avancée. Un peu comme on l'a dit partout, on a plutôt oublié. On a dit, bon, la situation c'est bon, les médicaments sont là, du coup ça va. Or, ça ne va pas vraiment, les facteurs de discrimination restent. Concernant les assurances, notamment, parce que ça avait été soulevé, les assurances complémentaires sont toujours refusées parce qu'en Suisse, on est très libéral au niveau économique. Un assureur peut refuser une assurance complémentaire. Il ne peut pas refuser une assurance de base. Mais pour la petite histoire, il y a 2 ans, on a eu une personne qui a souscrit un contrat d'assurance maladie de base. Du coup, l'assureur ne peut pas discriminer. Elle a envoyé les factures du traitement VIH et l'assureur a dit « Ah non, 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 vous saviez déjà que vous étiez séropositif, vous devez changer d'assurance. » La personne est venue nous voir et on a pu parler avec l'assurance qui donc l'a gardé. Mais ça, c'était en 2020. Une assureur de base qui essaie de refuser un contrat d'assurance, la MAL, à une personne séropositive. Et là, on a une obligation légale de prendre. Dans les complémentaires, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas d'obligation. On a pour les assurances perte de gain, on les a mentionnées. Quand elles sont individuelles, il y a un questionnaire de santé, c'est quasi systématiquement refusé. C'est couvert. Est-ce qu'il y a, oui, juste pour la compréhension, oui, arrive-toi à expliquer en quel cas s'applique l'assurance perte de cas? Donc c'est, oui, typiquement prendre, c'est pas ouvrir une activité, etc. Donc oui, ça impacte le droit au travail. Oui, ça c'est mon problème. Je parle toujours. Il y a différentes assurances. Donc pour les gens qui viennent de la Belgique, il y a 3 types d'assurance, s'il te plaît, Jacopo. L'assurance perte de gain, c'est l'assurance qu'on travaille, on est en empêchement de travailler,
qui prend le relais pour payer le salaire à l'employeur ou à soi-même si on est indépendant. Et bien, si on n'a pas souscrit une assurance perte de gain, on n'est pas payé, c'est à l'employeur de payer et l'obligation de paiement n'est pas plus que quelques mois. C'est en fonction des années qu'on a travaillé auprès de l'employeur. C'est un peu différent qu'en France ou en Europe continentale. Et donc, si on a un questionnaire de santé, on a indiqué la case séropositif, souvent on est refusé, à moins qu'on ait une assurance perte de gain collective. Ça veut dire qu'on assure toutes les personnes employées de manière complète. Du coup, ça, c'est toujours un des gros problèmes. On a les problèmes des assurances de vie qui servent pour faire des achats, notamment immobiliers, ou pour s'assurer pour le risque décès ou le risque survie. Les assurances maintenant commencent. On avait fait une enquête, l'ASS aussi, l'Association suisse contre le sida. On avait fait une enquête et on a une petite ouverture, mais les primes sont toujours plus hautes. Elles diminuent par rapport à il y a 10 ans, mais sont toujours plus hautes. On a, au niveau des assurances, je pense que c'était plus ou moins le tout, mais par rapport aux droits reconnus, ils sont reconnus dans la loi, mais c'est leur application qui fait défaut. Et c'est tous les facteurs de discrimination qui ne sont pas pris en compte par la justice, par les institutions. Et donc, on peut presque dire oui, on a très rarement des cas où on dit « Ah, mais tu as le VIH, du coup, je ne veux pas te donner ce travail, cette assurance ». Mais ce sont toutes les discriminations qui sont sous-jacentes, parce que c'est une constellation de facteurs de discrimination qui perdurent et donnent lieu à des discriminations structurelles. Et donc une invisibilisation, comme on en a parlé tout à l'heure par rapport à la question des femmes, par rapport aux personnes avec un parcours migratoire, on a vraiment une complète discrimination qui est fortifiée par la question de la séropositivité, évidemment. On reviendra tout à l'heure sur ce croisement, quelque part, des formes de vulnérabilité, donc de discrimination. Mais j'avais en tête 2 autres exemples. Lorsque un cabinet de médecine dentaire, il met un patient en patiente à la fin de la journée car atteint de VIH/SIDA, ou encore une régie que, pour une raison que j'ignore, il vient connaître le statut de la personne et décide de refuser un appartement. Et on connaît comment c'est difficile à Genève et en Suisse trouver un logement. Qu'est-ce que ça se passe en termes de droit, en termes de justice? Est-ce que cela c'est possible par ailleurs? Alors oui, le cas du dentiste n'est pas isolé. Il y a aussi on a eu le cas d'une gynécologue qui a dit « Ah mais vous n'avez pas informé du fait que vous êtes séropositive, du coup je ne peux pas vous prendre parce que sinon je ne sais pas comment laver les instruments correctement ». Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On a la commission de surveillance des professionnels de la santé qui peuvent prendre des actions parce que ça viole la loi sur la santé. Mais techniquement, le médecin, à moins que la personne soit aux HUG, dans des hôpitaux publics, la personne peut refuser sans problème à une personne séropositive tout service. La seule loi qui interdit parce qu'en fait, l'interdiction de la discrimination dans le système juridique suisse s'applique du haut vers le bas. Donc l'État ne peut pas discriminer. Mais elle ne s'applique pas de manière horizontale, sauf pour quelques petites questions. C'est l'article 261 bis sur lequel on a voté récemment. Et c'est une question de ce qu'on dit race, ethnie, origine, religion et orientation sexuelle. L'état de santé n'est pas un facteur. Du coup, si moi je décide de ne pas vendre ma voiture à une personne parce qu'elle est noire, parce qu'elle est musulmane, parce qu'elle est séropositive, pas un problème. Et c'est pareil pour les logements. C'est pareil pour les médecins, à moins qu'ils soient dans une institution publique. Donc si évidemment la régie ou le propriétaire est une institution publique, elle ne peut pas le faire.
Un grand merci Jacopo pour ce panorama, notamment du contexte des droits suisses. Je me tourne vers Charlotte Pezzarelli. Tu es directrice de l'Observatoire du sida et des sexualités à l'Université libre de Bruxelles. Merci d'avoir fait aussi le voyage pour être avec nous ce matin. Et ta formation, elle est entre autres une formation d'anthropologue. Et je souhaitais essayer un peu de prendre légèrement de la hauteur en quelque part et aller au niveau vraiment général. On sait comment il y a des pays dans le monde ou une trentaine de pays où il peut y avoir par exemple le refus du visa pour les personnes séropositives ou encore on connaît l'Égypte qui peut même arriver à refuser le permis de séjour lorsque si c'est que la personne elle est une personne vivant avec le VIH/SIDA. Mais avec toi, je souhaitais comprendre. C'est des grandes questions. Mais quel est le rapport entre la maladie et le droit? Quoi le VIH/SIDA nous a appris dans une manière autre d'imaginer le droit, en quelque part? Ok, merci. C'est effectivement une grande question. Hein. Je vais peut-être pas y répondre totalement. Alors, bon, d'abord, la maladie anthropologiquement a toujours suscité des réactions et des réactions potentiellement particulièrement violentes, même s'il y a aussi des réactions de compassion et de solidarité. Peut-être ce qui est assez nouveau avec le VIH/SIDA, et ça a déjà été dit, hein, c'est pas que c'est seulement une maladie, mais c'est une maladie transmissible. Donc il y a la question de l'épidémie derrière, et c'est vraiment la peur, entre guillemets, de la contagion, avec cette idée de potentiellement l'autre ou la personne peut être vue comme un danger. Donc ça a entraîné des réactions voilà, qu'on connaît, hein, malheureusement. Enfin, dans le début des années 80, il y a eu un certain nombre d'exemples de réactions particulièrement excluantes, donc pas juste stigmatisantes, mais vraiment avec... enfin, il y a plein d'exemples. Par exemple, en Belgique, hein, dans les prisons, il y avait les cellules des Sida Boys, hein, c'est-à-dire qu'on mettait dans les mêmes cellules, enfin voilà, énormément d'exemples. Et donc, par contre, une exceptionnalité par rapport au droit, hein, du VIH, ça a été justement de prendre conscience de la nécessité de croiser des enjeux de santé publique avec des enjeux de droits humains. Je crois que ça, c'est vraiment ce qu'a réussi à faire la lutte contre le VIH/SIDA, et notamment grâce aux mobilisations dont on a déjà parlé. Et ça a été vraiment la combinaison de ces deux objectifs. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas véritablement lutter contre l'épidémie si on continuait à invisibiliser, stigmatiser, exclure donc non seulement les personnes vivant avec le VIH, mais aussi toutes celles et ceux potentiellement à risque de le devenir, parce que, eh bien, ça n'incitait pas au dépistage, ça n'incitait pas à l'accès aux soins, ça n'incitait pas aussi la dissimilité, hein, du VIH. Bon, on voit qu'on y est encore, hein, dans cette question du secret. Et donc, suite à ça, en termes de politique publique, il y a eu l'inclusion des personnes concernées avec les principes JIPA, on en a parlé. Et au niveau juridique, toutes ces lois contre les discriminations qui ont, alors effectivement, là, après ça dépend des pays. En Belgique, l'état de santé, même le législateur a voulu inclure l'état de santé actuel et futur. Parce qu'en se disant, on va aussi protéger avec les tests génétiques qui se multipliaient. Par prudence, on s'est dit, voilà, si ça évolue et qu'on commence, grâce aux tests génétiques, à pouvoir anticiper, se dire telle personne pourrait développer dans les 10 ou 20 ans telle pathologie, donc ça a été également protégé. Donc, certains cas que vous citiez ne seraient pas possibles légalement. Après, malheureusement, on sait que les lois antidiscrimination ne suffisent pas à empêcher les faits discriminatoires. Moi, j'avais mené une recherche vraiment là-dessus, sur les discriminations liées au VIH. Malheureusement, ce qui ressortait en numéro 1, c'était l'emploi, avec des cas encore de licenciement ou de mise à l'écart ou d'incitation à la démission de personnes qui, en plus, généralement, avaient décidé à un moment donné de révéler leur statut parce qu'ils se pensaient en confiance. Et donc, c'est encore plus violent quand, voilà, il y a des réactions aussi dures, alors que on le dit en se disant, voilà, on va révéler parce que voilà, on fait confiance à nos collègues ou à notre patron. Et en deuxième, ça a été les assurances.
Alors là, il y a énormément de mobilisation des associations de lutte contre le VIH, mais bien plus largement notamment en Belgique, la Ligue des usagers de soins de santé, qui regroupe plusieurs associations de patients vivant avec un cancer, enfin, plusieurs maladies chroniques, et ça a abouti au vote d'une nouvelle loi en 2014, la loi Partica, qui interdit aux associations de refuser une personne sur base de son état de santé. Aux assurances, pardon. Maintenant, on a toujours la question des surprimes. Moi, selon mon enquête pour personnes vivant avec le VIH, les surprimes pouvaient aller jusqu'à 400%. Alors là, la loi aussi a imposé aux assureurs de devoir justifier la surprime et a constitué aussi un fonds de solidarité. Donc, quand la surprime est trop élevée, si la personne est dans une situation de précarité, elle peut faire appel à ce fonds de solidarité qui l'aiderait à payer cette surprime. Et puis on a une première jurisprudence 2017 où là, un procès gagné par une femme vivant avec le VIH qui avait été refusée par une assurance, donc on les appelle les assurances sol restant dû. Ce qui est le principal problème, c'est parce que c'est pour accéder à la propriété, donc à un logement. Et là, ça a été reconnu, voilà, officiellement. Donc maintenant, ça fait jurisprudence, mais on a encore beaucoup de soucis. Et donc, à la fois, voilà, le droit est un vrai instrument qui permet d'avancer. Maintenant, il y a deux autres problèmes, et je pense qu'on y reviendra après, je ne veux pas prendre trop de temps. Il y a bien évidemment les personnes sans papier, donc en situation, soit en attente de régularisation, soit qui ont obtenu un refus de régularisation. Avec là des problèmes bien évidemment d'accès au traitement ou de rupture de traitement, notamment dans les centres fermés. La Belgique est condamnée régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme pour ça. Malheureusement, l'État a l'air de... Voilà, hein, ça ne les émeut pas plus que ça. Donc ça, c'est un gros enjeu aujourd'hui. Et après, bien sûr, la question de la pénalisation de la transmission ou même du risque de transmission, puisqu'on est aujourd'hui sur des cas où il n'y a pas eu transmission du VIH, mais la personne dépistée, séropositive, peut être condamnée parce qu'on estime que c'était sa responsabilité, soit de dire, soit d'utiliser un préservatif pendant le rapport sexuel. Merci beaucoup Charlotte. Quant à la pénalisation, celle-ci, comme évoqué tout à l'heure par Jacopo, n'est plus d'actualité heureusement en Suisse. Pour autant, on reviendra tout à l'heure avec notamment Jacopo sur cette question de comment elles se croisent les discriminations, notamment avec l'exemple des personnes sans papier. Mais je souhaitais maintenant avec Candy Sharrock que tu es assistant social auprès de l'association PVA Genève et là, on entend parler de lois, des droits presque abstraits, mais on sait qu'il y a tout un poids, notamment relativement aussi important partout, mais notamment en Suisse, face à l'administration publique. Et je souhaitais comprendre avec toi de quelle manière tu accompagnes les personnes vivant avec le VIH-Sida dans des procédures de caractère administratif auprès de l'Hospice général ou autre entité. Oui, alors tout à fait. À PVA Genève, on a mis en place cette permanence en fait, sociale en 2011 parce que je me suis aperçue qu'en fait, les gens avaient beaucoup de problèmes administratifs. Alors bon, tout un chacun, on doit tous remplir nos impôts, on doit tous faire plein de choses, mais effectivement, les personnes séropositives ont encore plus parce qu'elles ont bien sûr beaucoup plus de frais médicaux. À PVA, on s'occupe aussi beaucoup de gens qui sont précarisés, donc qui ont une rente AI ou qui sont à l'hospice général et du coup qui ont encore plus de devoirs administratifs à faire. Ils doivent encore, entre guillemets, plus prouver qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils ont besoin d'aide. Donc effectivement, c'est dans ce contexte-là que j'aide concrètement pour la vie administrative des personnes séropositives. Et on voit que c'est pas facile parce que voilà, ils doivent gérer déjà leur maladie, leur prise de médicaments et en plus toute cette administrative qui les submerge, voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et de plus en plus en fait on est envahi par l'administratif, de plus en plus on reçoit des formulaires que les personnes ne comprennent pas forcément. Donc
j'ai un rôle, enfin, on a un rôle aussi à PVA aussi de traduire ou un peu de vulgariser ces courriers qui viennent et qui peuvent être en fait super angoissants. En fait, ça crée Comment une il se angoisse. passe une permanence type, dans le sens, il y a un moment d'écoute et un moment à mode de remplis-tu le formulaire à la place de la personne? Oui, juste alors donc on est ouvert tous les jeudis après-midi de 14h à 17h, puis c'est une permanence sans rendez-vous, donc vraiment les gens peuvent venir et puis ils attendent s'il y a déjà quelqu'un qui est là, et je fais vraiment avec eux concrètement des choses. Donc oui, on remplit des formulaires s'ils ont un formulaire à remplir, on envoie une facture à la caisse maladie si ça doit être le cas, on remplit des déclarations d'impôts aussi, et puis il y a aussi beaucoup d'écoute. À PVA, c'est aussi beaucoup d'écoute, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent et puis on va discuter pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis après je dis, puis qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah ben non, enfin c'était juste comme ça. Donc il y a aussi cette écoute parce que les personnes sont seules. Donc là forcément on est ouvert en journée le jeudi, donc on va toucher une population qui ne travaille pas, qui n'est pas vraiment active, et du coup je ressens vraiment une solitude et les gens ils savent que voilà, on est ouvert, on est là, on va discuter. Des fois, on va trouver un petit quelque chose à poser, une petite question quand même qui a trait au social, mais c'est pour passer aussi du moment avec nous. Mais concrètement, on fait aussi beaucoup d'administratifs. Alors, je dois dire que... Non, mais la question, elle visait justement à avoir ce type-là de témoignage, dans la mesure de... c'est une manière aussi de relater le monde de solitude, notamment lorsque les personnes elles sont touchées pour une raison ou d'une autre dans leur corps, pour une maladie. L'importance d'un consulat d'un point d'écoute. Et en toute dernière question, toujours en lien avec la permanence, est-ce qu'il y a-t-il aussi un relais auprès à la fois d'assurance, auprès de l'Hospice Général ou d'autres entités, et de quelle manière les collaboratrices, collaborateurs de ces entités, lorsque tu t'adresses en parlant depuis une association de personnes vivant avec le VIH/SIDA, a-t-il des formes de réaction? Comment ça se passe? Alors, en fait, ça va dépendre toujours de la personne, du bénéficiaire qui vient me voir. Il y a des gens dont on parlait tout à l'heure du secret, où c'est vraiment un secret. Donc, en fait, je vais pas m'identifier en tant qu'assistante sociale de PVA Genève. Je vais m'identifier en tant qu'amie de la bénéficiaire, et puis pour qu'on ait cette compréhension. Et puis d'autres personnes où ça ne pose pas un problème d'identité de se dire. Alors là, oui, je peux effectivement parler en tant qu'assistante sociale de PVA Genève. Mais j'ai vraiment ces deux casquettes où je fais en fonction de la personne. Et après, c'est toujours... voilà. Les personnes, quand je dis PVA Genève, ne savent pas forcément, en fait, que c'est... Alors, je dis après personne vivant avec, mais je ne suis pas obligée de dire avec quoi. Donc du coup, ça laisse aussi le doute de vivant avec une maladie chronique, mais quelle qu'elle soit. Donc voilà, on peut aussi un peu jouer sur cette ambiguïté, en fait, en tout cas au service social. Et en tout cas, ma position personnelle et aussi associative, c'est vraiment de considérer le bénéficiaire, et s'ils ne veulent pas que ça soit dit, si c'est un secret, eh ben, ça restera un secret. Et moi, je vais vraiment parler en tant qu'amie de la personne, en fait. Un grand merci. Ça me permet de faire un lien tout d'abord avec Jacopo et notamment le fait que l'ancien groupe SIDA Genève a entre-temps changé de nom, groupe Santé Genève. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les raisons de ce changement et notamment est-ce que ce changement... Est-ce que tu vois des effets de ce changement lorsque tu accompagnes des personnes bénéficiaires auprès d'un tribunal? Oui. Petite précision, je vais souvent dans les tribunaux, mais je fais aussi, comme toi, l'accompagnement au niveau de l'administratif. C'est surtout quand il y a déjà une décision. Donc, ce n'est pas la partie avant, on a des assistants sociales pour ça. Et le ressenti que tu viens partager, je te dois tout le monde. C'est exactement ça. Le problème, c'est qu'en tant qu'avocat, je suis inscrit au barreau. Du coup, on met mon nom sur Internet et on voit immédiatement, à l'époque, avocat, groupe SIDA Genève. Du coup, je ne pouvais pas faire, et surtout comme avocat, seulement des personnes inscrites au barreau peuvent représenter. L'ami ne peut pas aller au tribunal, malheureusement. Et donc, je ne pouvais pas utiliser cet escamotage qui aide à garder le secret. Et souvent, on a été confronté, on parlait de logement, une jeune femme qui a été
éjectée de son appartement où elle était sous-locataire au moment de la découverte de son statut sérologique, pour aller devant le tribunal des baux et loyers, il y avait groupe SIDA Genève. Ça pose un problème. Je ne veux pas être dans les registres. Et ça, c'était une personne qui avait un statut légal. Encore pire pour des personnes qui n'ont pas de statut légal. Et du coup, nous, on a été confrontés à cela. On a aussi... l'intérêt était aussi de voir que le sida en soi n'est pas la seule chose qui affecte la santé de la personne. On a VIH-Sida soins avec l'hôpital, mais on a la santé globale dans son intégralité. Et nous, on a fêté 35 ans cette année, en 35 ans d'activité. On ne se focalise pas uniquement au VIH, mais à la santé de cette manière globale. Et pour refléter cela, on a changé le nom de groupe SIDA Genève de groupe SIDA à groupe santé. Et donc, dans ma pratique, ça a beaucoup changé parce que maintenant, pour aller au Prud'homme, pour aller au Beau Loyer, pour aller à la Chambre des assurances sociales, pour tout ce qui est AI, ça ne change pas grand-chose parce que de toute manière, le dossier médical est souvent inclus. Mais on voit une différence. Et on voit aussi une différence d'une personne qui est venue nous voir, accompagnée d'une amie. Il y avait tout le grand titre groupe santé. Du coup, la personne amie ne savait pas que la personne pouvait potentiellement avoir le VIH. Et après, elle a fait Google à nouveau, elle a vu anciennement groupe SIDA. Ah, mon ami a donc le sida. Et on a dit, madame, nous, on ne peut pas parler du statut. Mais non, on est en groupe santé, on parle de tout, de la santé dans son intégralité. Et du coup, elle était assurée. Ce qui nous permet donc d'avoir un outreach. On peut prendre plus de monde grâce à ce changement, en gardant notre expertise de 35 ans. Alors, moi j'ai 32 ans, du coup, pas mes 35 ans, mais de l'équipe entière, dont plusieurs personnes sont là. Une spécificité propre au groupe santé Genève, c'est aussi le fait de prendre en charge, entre autres, et accompagner des personnes migrantes, des personnes qui cumulent des formes de vulnérabilité. On entend beaucoup parler de ce grand terme de l'intersectionnalité, qui d'ailleurs a une essence conceptuelle dans le milieu juridique. Il n'est pas question aujourd'hui de n'en faire une conférence, mais dans ta pratique, de quelle manière tu fais résonner, voire tu mets en dialogue ces différentes discriminations. As-tu un exemple concret qui pourrait nous éclairer de qu'est-ce que ça veut dire quand il y a plusieurs formes de discrimination là qui se cumulent? Alors si je pense à l'activité devant les tribunaux, c'est comme on a dit, c'est d'écouter la personne et c'est elle qui va nous donner toutes les informations. Et moi, en tant qu'avocat, je représente la personne. Et du coup, je dois prendre toutes ces informations et les porter, et les donner, les traduire dans une certaine chance, vraiment de traduire, de conduire d'un côté à l'autre et le rapporter au tribunal. Du coup, je dois être très attentif aux multiplicités, à la diversité des personnes que je représente pour faire mon travail de manière correcte, comme tout avocat ou avocate devrait faire. Et dans l'activité générale, on a parlé des personnes migrantes. C'est assez vrai, le groupe Santé Genève a statistiquement plusieurs personnes migrantes ou avec un parcours migratoire. Comment je le fais? Quand on dépose un recours, il faut raconter une histoire. Il faut raconter la personne, quel était l'enjeu, quels étaient les enjeux et pourquoi ces enjeux sont importants pour résoudre le cas. Et donc, il faut vraiment mettre en évidence toutes les composantes de cette réalité. Donc ça, c'est dans l'activité d'avocat de base. Et il me semble, toute la matinée, mais notamment ce que tu viens de dire, Jacopo, c'est qu'on a entendu aussi de la part de Candice, il y a beaucoup cette place de l'histoire, d'un vécu qui aussi beaucoup de douleur et de souffrance. Le droit, chère Charlotte, il est quelque chose vraiment d'abstrait, de foi, il y a des cases à remplir. Historiquement, est-ce que les parlements, lorsqu'ils ont légiféré sur la question de santé, lorsqu'ils ont pris des décisions qui, entre autres, concernaient les personnes VIH-Sida, ont réellement intégré l'histoire individuelle de ces personnes, le vécu? Est-ce qu'à un moment donné, le droit qui semble quelque chose d'abstrait, à ton avis, a
en partie donner une réponse au vécu des personnes après 40 ans du début de la propagation de ce virus du VIH-Sida? J'ai pas l'impression. Après, le droit fonctionne aussi avec une certaine neutralité. Enfin, donc, quand il y a... Et c'est plus dans l'analyse. Moi, je vois par exemple dans l'analyse des procès donc, et des condamnations, hein, pas juste des procès, là, des condamnations pour transmission ou exposition au risque de transmission du VIH, quand on voit qui ça concerne principalement des personnes racisées, précaires, par exemple, et sans papier. Et je pense que là-dessus, le cas belge n'est pas exceptionnel. Hein. Il y a aussi des études, que ce soit aux États-Unis, en Australie, hein, qui ont montré comment, avec cette constitution d'image voilà, du grand contaminateur. Hein. Et le grand contaminateur, ça va être souvent un homme racisé. Et donc, très souvent, en tous les cas, les premières condamnations. Ensuite, la justice va... à partir d'une jurisprudence, voilà, condamné ou pas, et donc généralement ça part de là, et ensuite ça s'étend beaucoup plus largement. On l'a vu notamment au Canada, où aujourd'hui beaucoup de femmes sont condamnées pour ce fait-là, et en plus au Canada c'est assimilable à une agression sexuelle, donc c'est une législation très particulière, mais très particulière et très grave pour les personnes condamnées. Mais autour de l'intersectionnalité et au-delà de la justice, vraiment des discriminations, moi j'aime bien je ne sais plus qui disait ça finalement aussi, l'intersectionnalité, ça a l'air très complexe, et en fait c'est aussi identifier les plus vulnérables parmi les vulnérables. Et j'aime bien aussi cette image, et sur ma recherche sur les discriminations, je me suis rendu compte à nouveau comment les discriminations sont profondément articulées à l'ensemble des inégalités sociales de santé. C'est-à-dire que non seulement elles vont toucher les plus vulnérables, que ce soit voilà, là sur base du genre, de la race, de l'orientation sexuelle, de l'état de santé aussi, parce que vivre avec le VIH, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, hein, et voilà. Et qu'en plus, c'est aussi les plus vulnérables qui, face à une discrimination, vont être en moindre capacité d'y réagir et d'y résister. C'est ça, il faut aussi être capable de savoir que la loi antidiscrimination existe, de contacter des avocats, de prendre du temps, d'avoir le langage juridique. Enfin, c'est ça aussi. C'est que non seulement faire face aux discriminations, mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, quels outils on a ou pas pour y faire face. Alors bien sûr, heureusement, il y a les associations, les assistantes sociales et assistants sociaux et les avocats, avocates qui aident, qui peuvent aider, mais il faut déjà savoir que ça existe. Et donc il y en a qui sont dans de telles situations que voilà, on passe en dessous des radars. Et moi j'ai des entretiens avec des personnes qui me disent oh, le VIH c'est quand même le dernier de mes problèmes. Non mais c'est vrai, parce que quand on fait face à voilà, il n'y a pas de logement, c'est difficile de trouver à manger, les traitements, ça passe en dernier recours. Donc c'est là aussi dans l'importance d'identifier ces situations-là de vulnérabilité vraiment intersectionnelle. Pour moi, ça se situe là également. Oui, Jacopo. En fait, tu as parfaitement identifié le problème quand on dit est-ce que les droits sont reconnus ? Oui, ils sont reconnus. Le droit est neutre. Le droit est neutre, mais a été écrit par qui ? Par des hommes blancs suisses, en Suisse, en tout cas. Et donc, il est neutre pour un homme comme moi. Mais il n'est pas neutre vis-à-vis de d'autres personnes. Et c'est ça qui est la grande difficulté. Et après, on a des droits, mais après, on a les problèmes. Comme les personnes qui arrivent avec plein de papiers, la décision est déjà entrée en force. C'est trop tard, on ne peut pas. On a des sanctions, on va avoir des pénalités. Et c'est ça le gros problème, parce que dans la loi, tout le monde est à la même case. C'est magnifique quand je cherchais les endroits de discrimination. Mais ça prend pas, le droit ne reprend pas la réalité qui est celle des personnes vivant avec le VIH. Donc vraiment, merci de l'avoir dit. Je n'ai pas su le dire correctement, donc je devrais rebondir, désolé. En tout cas, un grand merci à vous deux pour nous avoir
essayer réellement c'est presque un appel en écoutant, ce qui est tout un chemin encore à faire parce qu'il y a vraiment il y a énormément de personnes qui, malheureusement, par un cumul de discriminations, ne voient pas du tout reconnus leurs droits, peu importe le pays dans lequel on se trouve. Je me tourne vers la salle pour savoir s'il y a des questions, des commentaires. Alors peut-être, je vous laisse à tour terminer. Est-ce que... mais où chercher l'espoir? Est-ce que le droit, ça peut être un espoir pour les personnes vivant avec le VIH-Sida? Est-ce que qu'est-ce que pouvons nous souhaiter dans les années à venir sur cette question, notamment des liens entre droit et VIH-Sida? Moi, j'ai déjà fait. Non, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès et puis il faut continuer comme ça. Mais c'est vrai que c'est, comme tu disais justement, c'est la réaction. C'est-à-dire vraiment, j'invite les gens, quand ils reçoivent une décision, il y a souvent très peu de jours pour réagir, soit 10, soit 30, mais de tout de suite réagir, de tout de suite venir voir, soit au groupe Santé Genève, soit à PVA, pour comment on puisse traduire, vulgariser cette lettre, pour dire, voilà, là, il faut que tu fasses opposition, là, il faut que tu réagisses. Et ça, c'est vraiment un encouragement que je donne à tout un chacun, ou si vous connaissez des situations comme ça, de dire, il y a des endroits qui existent, il y a des permanences, il faut y aller. Et ça, je pense que c'est important. Et voilà, donc je pense qu'on est dans de bonne voie et il faut surtout que des services sociaux comme à PVA puissent continuer d'exister. Ça, c'est primordial. Il y a partout des services sociaux, c'est sûr, mais c'est vrai que des personnes peuvent être plus en confiance dans ce genre de service social qui n'est peut-être pas l'hôpital cantonal ou l'hospice général ou des grosses institutions. Oui, je pense que le droit peut être un instrument qui, bien sûr, fait avancer les choses. On l'a vu là, voilà, et quand même les lois antidiscrimination, on l'a vu, voilà, avec les mouvements féministes aussi qui ont pu... ça donne une ligne de conduite quand même aux gens et ça nous permet au moins de réagir en cas... voilà, en cas d'abus ou de violence. Maintenant, bien évidemment, ça suffit pas. Qu'on a beau avoir des lois qui protègent le VIH comme par exemple étant du domaine de la vie privée, donc ne pouvant pas être divulgué. Bon, mais s'il n'y a pas parallèlement, bien évidemment, tout un travail de sensibilisation, de mobilisation, et ça a été dit, bon, on est malheureusement plutôt dans une période de... Voilà, certains disent le VIH est retourné dans la vie privée d'une certaine manière. Donc, voilà, le droit ne peut pas tout résoudre. Et juste parce qu'il y a un slogan qui avait une association qui s'appelle Execo, qui est une association de santé sexuelle pour les HSH, et qui avait eu à un moment donné une campagne que j'aimais beaucoup, et qui disait « Je veux bien te le dire si tu es prêt à l'entendre ». Et j'aimais bien aussi, ça renvoyait, voilà, ça donnait bien la responsabilité, c'est pas celle des personnes dépistées séropositives, mais c'est bien, voilà, comment la société va réagir à cette annonce. Totalement, c'est une responsabilité collective, Jacopo. C'est intéressant que tu termines sur un slogan. J'avais commencé sur le 94, le slogan. Je vais reprendre un autre slogan de la lutte VIH, de ACT UP, qu'on connaît très bien. On connaît surtout silence égale mort, mais aussi ignorance égale peur. Et c'est là qui est important. On a vu... Maintenant, au niveau des soins, ça va mieux. L'accès aux soins, pas tant que ça pour certaines catégories de personnes. Mais il y a tout le changement sociétal qui doit être fait. Il y a toute la sensibilisation qui doit perdurer parce que, comme disait Paolo avant, chaque année, il y a des nouvelles enfants. On ne peut pas dire, bon, maintenant, nous, on le sait, du coup, c'est bon. Et du coup, vraiment de faire cela, de faire ce travail pour sortir de l'ignorance, sortir de la peur, ne pas avoir ce silence pour éviter des morts et tout ça. En dernier point, parce que c'était important pour moi de le mentionner, parce qu'on a très fait Genève, mais quand on parle d'accès aux soins et on dit qu'on ne meurt plus de VIH en Suisse, c'est faux. En 2018, au Grison, un homme est mort
parce qu'on lui a refusé le traitement parce qu'il ne payait pas son assurance maladie. Du coup, il faut... Évidemment, la plupart des gens ici, je connais, du coup, je sais que vous savez, mais important comme c'est filmé, on ne doit pas dire qu'on ne meurt pas de VIH en Suisse, parce qu'il y a encore 4 ans, un homme est décédé au Grison à cause de cela, à cause du fait qu'elle ne payait pas. Du coup, une pensée à lui et à toutes les personnes qui nous ont quittés. Merci. Merci beaucoup, Jacopo, pour nous rappeler qu'encore ici, il y a un énorme travail à faire, ici, dans un pays très riche, à l'apparence très riche, tel que la Suisse. Donc, merci beaucoup, Charlotte Pezzarelli, donc directrice de l'Observatoire du sida et des sexualités, qu'elle est venue exprès pour quelques heures ici, parce qu'elle doit rentrer, parce que voilà, c'est partout le 1er décembre, donc il y a d'autres événements qui vont se tenir à Bruxelles, et donc bon militantisme aussi, et bonne recherche. L'Observatoire, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à visiter le site internet. C'est vraiment un pont entre la recherche et la société civile, avec aussi des archives qui sont très très beaux. Donc c'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous ce matin. Merci Candy Sharrock, elle est donc assistante sociale à l'association PVA, et merci à Jacopo Okrabeck, qui est avocat à Groupe Santé Genève. Dans l'idée de l'espoir, avant le déjeuner qui va nous attendre, on a encore quelques moments de dialogue à entendre, et ça va être le moment des arts, en quoi les arts peut-être sont aussi une forme pour continuer à visibiliser le VIH/SIDA, et en quoi les arts sont aussi une forme d'accompagnement pour les personnes vivant avec. Donc j'invite les prochaines personnes de la table ronde à nous rejoindre.